Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous aident qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, nous partons à la rencontre d'une personne que je suis sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. J'ai le plaisir d'accueillir Élodie Crépel, accompagnante, autrice et conférencière, spécialiste de l'hypersensibilité et de la douance. Dans cet épisode, Élodie va partager avec nous son univers et sa vision du monde. Alors pour commencer, si tu avais un mot pour te définir, ce serait lequel ? Alors j'aurais bien du mal à trouver un mot pour me définir, mais je pense que si je demandais aux personnes qui sont les plus proches de moi, euh, il y aurait plusieurs mots certainement, selon leur personnalité et leur propre prisme, encore une fois. Je pense que énergie reviendrait le plus, dans le sens où même je suis tout le temps en mouvement. Je suis très énergique depuis toute petite. Et même quand je suis épuisée, je fais toujours mille choses et je garde cette énergie. Et en même temps, les gens qui me fréquentent et qui sont là physiquement avec moi la ressentent également, que ça soit positif ou moins positif. Mais voilà, je déborde d'énergie. Je pense que ça serait ça, pour tout le temps. Et est-ce qu'il y a eu un événement qui a déclenché ta passion pour l'hypersensibilité et la douance ? Un événement, non. Je crois que, en fait, l'acceptation, peut-être, en fait partie. Alors, moi, ce ne sont pas du tout des thématiques sur lesquelles je travaille depuis 20 ans, hein. Déjà, vu mon âge, ça ne serait pas possible. Mais en fait, donc moi, j'ai commencé en tant qu'assistante sociale il y a maintenant 12 ans de ça. Puis après, en tant que médiatrice familiale. Puis j'ai continué mes études en psycho. Puis je me suis dirigée vers la psychanalyse. J'ai ouvert mon cabinet en tant que médiatrice et thérapeute. Et je crois que de toute façon, on ne peut qu'aider des personnes qu'on comprend d'une certaine manière. Et comme les médecins, on pourrait le dire, les patients ou les clients qu'on a, enfin ça dépend le mot qu'on utilise et le métier qu'on fait, sont des personnes finalement qui vont d'une certaine manière nous ressembler. Les coachs le disent également. Et il y a quoi, 2 ou 3 ans de ça, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bon, je crois qu'à un moment donné, Elodie, il faut que tu arrêtes d'avoir cette tête dans le sable et que tu réalises qu'effectivement, ben, les gens que tu sais le mieux aider, ils sont soit hypersensibles, soit surdoués, soit les deux. Et pour l'anecdote, en fait, on m'a fait passer un test de douance quand j'étais petite, mais on ne me l'a pas dit. À l'époque, ça ne se disait pas trop. Donc, je ne le savais pas, mais j'ai repassé un test, j'avais 20 ans, et on m'a détecté effectivement trop potentiel à ce moment-là. Et j'ai été dans le déni total pendant 2 ans, à me dire que c'est pas possible, c'est pas possible. De toute façon, elle était nulle, la psy. J'ai bien vu que c'était nul, le test était nul. J'ai tout remis en question. Et j'ai mis 2 ans à accepter ça. Et je crois que le fait de continuer à accompagner des gens et que c'était des personnalités atypiques qui venaient à moi et que je voyais que je pouvais aider ces gens-là et que je pouvais vraiment les accompagner, ben, ça m'a fait prendre conscience et accepter mon propre atypisme. Et à partir de là, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut assumer, quoi. Je veux dire, c'est quand même bête que si je continue à être dans le déni, si je continue à ne pas pleinement assumer, ben, je ne pourrais pas aider finalement toutes ces personnes pleinement. Parce que j'aurai encore un blocage. Et plus je vais être bloquée moi, et plus ça va se sentir. Parce que dans la relation, et c'est vrai que quand on travaille dans l'aide et l'accompagnement aux autres, on fait beaucoup de supervision, on travaille beaucoup sur soi-même. Pour être psychanalyste, il faut passer par une propre psychanalyse personnelle. Donc il y a des choses comme ça qui bougent. Et à un moment donné, je me suis dit, cet effet de transfert et contre-transfert, ça va bloquer ton accompagnement. Et comme c'est important pour moi, et je n'ai pas choisi ces métiers-là par hasard, c'est que c'est important pour moi d'accompagner les autres, bah, à un moment donné, je me suis dit, stop, quoi, arrête et accepte. Et là, il y a eu voilà, tout un déclic et je me suis passionnée en plus pour le sujet parce que... Et du coup, c'est bien parce que j'en suis maintenant à une phase où ce n'est plus moi qui suis au centre de ça, où je me suis vraiment... j'ai pris mes distances par rapport à moi et parce que j'ai été dans pleine acceptation. Et souvent, on me dit, c'est que des étiquettes, mais ça peut être que temporaire, dans le sens où, OK, pendant très longtemps, en fait, j'ai focalisé dessus en étant dans le déni, parce qu'en fait, quand on est dans le déni, c'est qu'on focalise dessus, hein, d'une certaine manière, hein. Et après, je me suis focalisée dessus autrement en acceptant, et maintenant, en fait, bah, ça n'a plus d'importance pour autant. Et c'est là où je suis justement pleinement disponible pour l'autre, parce que l'autre a justement du coup toute sa place. Mais donc, ça a mis du temps. Ouais. Ouais. Donc, souvent, je dis aux personnes, laissez-vous le temps parce que
Parce qu'on est souvent impatient et parce que quand on va pas bien, on veut une solution de suite. Mais en fait, l'inconscient fonctionne pas comme ça. L'inconscient, il n'a pas de temporalité. Donc, bah, lui, il s'en fout. Il se dit pas, bon, ça fait déjà 10 ans que j'ai ce problème-là, ça fait trop longtemps que je suis pas bien. Bah non, en fait, lui, il va à son rythme à lui. Et c'est ce qui est le plus frustrant. Et quelles sont les valeurs qui t'animent profondément? Ah, tu vois, c'est drôle que tu me demandes ça parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup justement en coaching, que je demande aux gens leurs valeurs pour qu'ils apprennent à se connaître. Alors, moi, la première valeur, et j'ai mis du temps à poser le mot dessus, c'est la liberté. J'ai toujours été petite avec cette liberté. La liberté finalement d'être moi-même. Alors, j'étais tout le temps du coup à part et à côté de la plaque presque. Je pense que ça a été le plus dur pour mes parents, cette soif de liberté, tout le temps, pour tout. Parce que du coup, ça me menait dans une grande curiosité. Ça me menait en dehors des sentiers battus, tant dans mes réflexions que dans mes choix de vie. J'avais soif de liberté et je crois que c'est toujours le cas. Et si je sens que quelqu'un entrave ma liberté d'une quelconque manière, ça me rend extrêmement malade. Tu vois, j'ai mis du temps à comprendre que c'était le mot liberté. J'ai mis plusieurs mots entre-temps, tout ça. Et en fait, non, ça recoupe vraiment sur mon besoin et de liberté, qui est très, très fort et très puissant. Ensuite, je dirais la loyauté. Ça, c'est quelque chose qui apparaît également dans toutes mes relations. Alors, des fois, on peut se dire, c'est un peu, tu vois, entre la liberté et la loyauté, des fois, c'est pas évident. Et pour autant, j'arrive aujourd'hui à trouver un bon équilibre, mais du coup, je me rends compte que je peux pas créer des liens avec tout le monde parce que j'ai besoin de liberté et en même temps, j'ai aussi besoin que l'autre ait une certaine loyauté à mon égard, puisque j'en ai une très, très forte. Et ça m'a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes parce que pendant un temps, je mettais trop la loyauté en avant par rapport à ma soif de liberté. Et donc, du coup, par exemple, je restais en contact avec des personnes qui étaient nocives pour moi. Parce que par souci de loyauté, je ne voulais pas couper les ponts, parce que c'était trop important. Alors même que ces personnes-là entravaient ma liberté. Donc, c'était intéressant de travailler là-dessus parce que ça m'a permis de trouver le juste équilibre dans mes relations et de me rendre compte que bah, je ne pouvais pas être en relation avec tout le monde. C'est comme ça. Je ne peux pas être amie avec tout le monde et tout le monde ne peut pas. Voilà. C'est sûr. Donc, la loyauté, c'est très important pour moi dans toutes mes relations. Ouais. Et le troisième, qui est venu beaucoup plus tard et qui est très important pour moi aussi, c'est la gratitude. Dans le sens où moi, j'étais pas croyante jusqu'en 2017 et il s'est passé des événements de ma vie qui ont fait que. Et j'ai découvert le pouvoir de la gratitude qui est très fort, très puissant et qui m'apporte énormément au quotidien. C'est une véritable force et donc c'est vrai que c'est une valeur fondamentale que je nourris chaque jour. Et quel est ton plus gros défaut? Alors, c'est vrai que moi j'ai bien du mal à parler de défauts en tant que tel, dans le sens où je parle souvent, tu vois, plus de failles ou de limites. Parce qu'une faille, ça se répare, une limite, ça se repousse. Et puis c'est tout le temps en mouvance de toute façon. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, je dirais l'impatience. C'est quelque chose en tout cas qui... Oh oui, je pense que c'est quelque chose même que mes parents pourraient dire de moi quand j'étais petite, cette impatience tout le temps. Alors, les gens, tu vois, qui ne me connaissent pas, auraient pu dire l'exigence, mais c'est mal me connaître. Parce que c'est vraiment ce côté de rapidité, en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire les choses aussi vite que je les pense, ce qui est impossible. Et du coup, c'est non pas que j'ai envie en fait d'accélérer le temps, pas du tout. Je sais aussi prendre le temps de faire les choses, mais j'ai tout le temps 1000 projets, 1000 perspectives, 1000 évolutions possibles. Et des fois, j'aimerais effectivement avoir 1000 vies en une. Du coup, comme je sais que c'est possible, eh ben, je me dis, ben, autant le faire, comme ça je passe à la suivante. Et des fois, cette impatience peut générer. Alors, moi, j'ai réussi, je pense, à la m'adouer à certains moments. Je pense qu'avec la fatigue ou des fois le ras-le-bol de certaines semaines, ça peut être compliqué. Mais je pense que c'est plus compliqué pour mes proches parce que du coup, ils ont toujours la sensation que j'en fais trop, que je vais trop vite, que je me pose pas. Mais c'est pas une sensation que moi j'ai, en tout cas. Mais je pense que c'est effectivement, on pourrait le voir comme un défaut. Parce que parfois, je pense que j'utilise trop d'énergie pour contrer cette impatience, ou pour l'accompagner en tout cas. Et est-ce que tu as réussi à en faire une force de cette impatience? Alors, elle peut l'être, oui, parce que justement, elle me pousse à, à réaliser plein de choses. Je pense vraiment que ça peut être une force. En tout cas, c'est pour ça que ce que je te disais, que c'est pour moi,
Je la ressens pas parce que en fait j'en rigole maintenant parfois quand j'en parle avec des amis ou avec mon mari, je me dis bon ben voilà, c'est parce que je suis encore trop impatiente. Mais du coup, c'est gargarisant. Presque je pense qu'il y a une sorte d'addiction à cette impatience. D'ailleurs, souvent je dis ça quand il y a quelque chose en nous qu'on n'arrive pas à changer, c'est que ça nous apporte aussi du positif. Même si bon, on voit bien tout le négatif que ça nous apporte, si ça nous apportait que du négatif, on le changerait. Il y a plein de choses qui nous apportent que du négatif qu'on change. Donc là, je pense qu'il y a une sorte d'addiction à cette impatience parce que elle génère, bah, tu vois, cette énergie permanente en moi, en fait. Ce besoin de bouger, elle alimente. Elle est un des moteurs aussi. Donc je pense que j'en fais quelque chose aussi de positif, oui. Parce que, oui, parce qu'elle me stimule, mon impatience, à toujours faire, à toujours y croire, à toujours être, en fait, une force active. Et quelle est ta plus belle qualité? Donc, je sais pas trop. Là, je dirais la résilience. Je pense que j'ai une grande, grande force de résilience, une grande capacité de rebond, qu'importe les situations. J'ai vraiment pas eu une enfance facile, voire vraiment avec beaucoup de violence, très difficile. Et j'ai su rebondir. Je suis tombée sur des personnes aussi horribles qui ont vraiment voulu me détruire et j'ai rebondi. J'ai toujours trouvé cette force, tu vois, de rebondir et d'essayer à chaque fois de voir le positif, le beau dans chaque chose, dans chaque situation. D'ailleurs, c'est justement un de mes tatouages que j'ai, hein. C'est vraiment se dire que bah, quoi qu'il se passe, en fait, je vais rebondir. Je le sais, c'est vraiment ancré en moi, en fait, à tous les sens du terme, du coup. Et je pense que ça peut être aussi une qualité pour les autres, parce que je pense que les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et en plus, comme je suis loyale, c'est tout bénef. Si je reprends un peu tes propos, en fait, en quelque sorte, cette capacité de résilience te permet de te dire, en fait, quoi qu'il arrive, le bateau ne va pas sombrer. Oui, je pense qu'au fond de moi, je sais qu'il y a très très peu de choses qui pourraient me faire sombrer, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire que parfois c'est pas dur. Non, je vis des fois des choses comme tout le monde extrêmement douloureuses. Ça ne veut pas dire que je souffre pas non plus. Je peux ressentir la souffrance. Mais oui, je crois que j'ai cette confiance quand même en moi et en mes capacités de me dire qu'importe le temps que ça va prendre. Et donc là, encore une fois, tu vois, c'est d'accompagner cette impatience parfois de vouloir rebondir vite, mais c'est pas possible. Mais qu'importe le temps, ça va aller. Du coup, je pense que ça fait de moi une éternelle optimiste. C'est bien. Après, pour certaines personnes, je pense qu'il y a vraiment ce côté non mais elle réalise pas, voilà. Puis en plus, tu sais, comme je suis vraiment une grande hypersensible, moi je verbalise beaucoup. Donc je peux avoir vraiment des mots ou des émotions extrêmement fortes. Et donc pour des personnes qui ne me connaissent pas, du coup ça peut. Je me rappelle une fois, j'avais parlé justement à un psy que je connaissais pas encore, et je pense qu'il aurait pu me mettre sous traitement, tu vois, parce que justement pense que c'est ma façon à moi d'extérioriser, d'expulser, c'est parfois d'exprimer les choses avec beaucoup de virulence. Pas dans la violence, jamais, ça c'est vraiment, ça me correspond pas, mais dans les termes employés, dans les mots que je vais choisir, qui vont être très forts, très percutants en fait. Parce que c'est comme ça que je les vis à l'instant T. Mais une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'ils sont exprimés, ça va mieux. Donc, il y a cette intensité, en fait, effectivement. Et donc, cette résilience, elle a autant d'intensité. Et quel est le sens profond de ce que tu fais? Dans mon métier, dans la vie, Oui, dans la vie en général. je suis convaincue que chaque personne a une place particulière dans ce monde, qu'il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas et dont on n'a pas les réponses. J'ai passé des années, quand j'étais surtout enfant et ado, à essayer de chercher des réponses. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans cette quête-là. J'ai compris qu'il y aura, enfin, en tout cas, que j'aurai pas les réponses. Peut-être un jour, je sais pas, ou peut-être jamais, mais j'ai accepté ça. Mais je ressens au plus profond de moi, en tout cas, le besoin de croire, peut-être que c'est ça, euh, qu'il y a un sens à chaque chose qui nous dépasse, que nos cerveaux d'humains ne peuvent pas comprendre. Mais je pense que c'est important, en tout cas pour moi, de faire le moins de mal possible, à tout point de vue. Que ça soit à la planète, aux animaux, aux êtres humains. Je sais qu'on ne peut pas être parfait, je sais que c'est pour ça que je dis ne pas faire le bien parce que c'est trop grand, c'est trop beau, c'est un trop grand idéal, mais peut-être le moins de mal possible. Déjà, ça serait déjà énorme. Du coup, ça veut dire, je pense, être responsable, responsable de ses actes, responsable des mots, responsable de ses pensées aussi, de tout ce qu'on va engendrer. Je pense que si chacun prend sa part de responsabilité,
de ce qu'il peut prendre, à la hauteur de ce qu'il peut prendre à un moment T de sa vie, parce que ça aussi, ça évolue beaucoup, je pense que ça serait déjà énorme. Et de comprendre les impacts. Tu sais, cet effet papillon, ce battement Ouais. d'aile, en fait, qui a des conséquences sur tout. Ouais. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait à ce moment-là précis, chaque mot que je pèse dans ce podcast, qui sera peut-être un jour écouté, et ainsi de suite, enfin, tu vois, ça a toujours de l'importance. Alors, quand je dis ça, on a l'impression que tout est grave et que tout est lourd et tout, tu vois, dans la vie. Mais je pense que, oui, il faut prendre la mesure, en tout cas la pleine mesure de nos responsabilités à chacun et à chacune dans les choix qu'on fait, dans les mots qu'on choisit, dans les relations qu'on a, et après de faire du mieux qu'on peut. Et j'essaye de faire ça dans mon quotidien, que ce soit personnel comme professionnel, sans me mettre forcément la pression. Tu vois, j'ai pas de pression de réussite ou quoi, hein, mais voilà, si je fais le moins de mal possible et que j'essaye d'être responsable de tout ce que je fais, en prenant en considération que chaque chose que je fais a un impact et donc potentiellement une importance, que ça soit finalement aussi positivement, eh bien, je trouve ça déjà énorme. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et que fais-tu pour entretenir la flamme à l'intérieur de toi? Alors ça, c'est compliqué parce qu'en fait, je crois qu'elle est de manière innée. Vraiment, tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais sur la résilience. Ouais. J'ai toujours la sensation qu'il y a cette flamme tout le temps, que ça va être difficile de l'éteindre. Cependant, des fois, comme n'importe quel feu, les flammes, elles sont toutes petites. Mm. Et je pense que là, ma force, c'est justement de demander de l'aide, de savoir demander de l'aide, de savoir justement dire stop, de savoir demander aux gens ce dont j'ai besoin et de bien m'entourer. Et donc de connaître bien mes besoins. Ça, c'est primordial. Depuis que j'ai pris conscience de ça il y a quelques années et que mon entourage est respectueux, bienveillant, attentif aussi à mon égard, et des personnes qui m'aiment pour ce que je suis, en fait, totalement pour ce que je suis, ça alimente le feu sans cesse. Parce que je suis comme tout le monde. Des fois, dans mon travail, les gens, ils ont la sensation, je sais pas, de me mettre sur un piédestal. Tu sais, dès que tu es dans l'accompagnement ou que tu es thérapeute, peut-être que les personnes ont besoin de me mettre sur un piédestal, je ne sais pas. Tu vois, en fait, aussi avec les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup questionné là-dessus. Par exemple, je disais souvent aux gens, mais j'ai pas toujours le sourire. Parce que souvent, ils me disaient, ah oui, quand tu fais des stories, tu souris tout le temps. Alors déjà, comme tout le monde, quand j'ai pas le sourire, j'ai pas forcément l'envie, tu vois, de prendre le téléphone pour faire une story. C'est vraiment pas l'idée qui me vient spontanément. Et puis, voilà, j'ai beau dire aux gens que non, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui ont besoin d'y croire. Et ça, je trouve ça fou. Mais en tout cas, voilà, non, je n'ai pas toujours le sourire. Moi aussi, des fois, je doute, des fois, j'ai pas confiance, des fois, j'en ai marre de tout, des fois, ça m'arrive de rallouer, et l'entourage fait toute la différence. Je sais ce que c'est d'être mal entouré, d'être entouré de personnes qui nous jugent, où on a la sensation de n'être jamais à la bonne place, que quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, ça ne fonctionne pas, que de se dire finalement, mais c'est quand même, ça doit être moi le problème. Forcément, puisqu'on est tous le dénominateur de notre propre vie. Tu vois, le dénominateur commun de ma vie, c'est forcément moi. Donc, forcément, c'est facile de se remettre en question, de dire, c'est forcément moi, parce que j'ai toujours des problèmes avec tel ou tel. Mais vu que c'est moi qui suis toujours en relation avec ces gens, forcément. Mais donc, je sais ce que c'est d'être mal entouré, d'être avec des personnes qui vous font sentir que ça ne va pas qui vous êtes. Et je vois quel impact nocif ça peut avoir. C'est pas la faute des autres, c'est pas ma faute non plus. Donc le but c'est pas de trouver un fautif, mais je pense vraiment que ça peut éteindre un feu. À long terme, ça peut éteindre un feu, c'est sûr. Je crois qu'on a tous besoin de se sentir aimé pour qui on est. Si as toujours la sensation d'être rejeté, c'est extrêmement douloureux. À un moment donné, tu te rejettes toi-même. Et là, tu éteins le feu. Ouais. Tu vois, tu es en train de jeter un seau d'eau dans ton feu, quoi. Donc, je crois que vraiment, là, depuis ces quelques années, bon, déjà, et voilà, j'ai la chance d'être mariée à mon meilleur ami, à la personne voilà, que j'aime le plus au monde. Et ça, on grandit ensemble, on évolue ensemble depuis plus de 18 ans maintenant avec Alexis. Et on s'est vu évoluer, parce que voilà, on a su vraiment évoluer main dans la main, mais j'ai su aussi m'entourer en amitié, au travail, depuis très peu de temps, ça. Mais c'est une force incroyable. C'est une force parce que c'est justement ces personnes-là, quand le feu, il reste que des braises, qui vont souffler dessus, tu vois, pour allumer la flamme. Et c'est ce que te donne aussi l'envie de leur aider dans leur propre feu également, quoi. Et donc, du coup, j'avais un beau feu de Un joie. beau feu de joie. Oui.
Et alors, si tu avais une baguette magique pour faire évoluer quelque chose, ce serait quoi? Alors, tu vois, c'est drôle, hein, parce qu'on en parlait, bah, tu sais, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, il y en aurait des choses à dire. Et j'en parlais avec bah, justement un ami à moi il n'y a pas très longtemps. Et je disais, je pense que le fléau de ce monde, c'est l'ego. Vraiment. On aurait tous moins d'ego, il y aurait moins de problèmes. Mm. Tu vois, ce truc de vouloir plus, de se sentir toujours personnellement attaqué, de se sentir toujours en compétition, de toujours vouloir plus que l'autre, de se comparer sans cesse, de... Parce que voilà, je pense que même, tu vois, quand tu vois toutes les problématiques économiques, sociales, politiques de ce monde, ce sont des problèmes d'ego, ni plus ni moins. Ce sont des personnes qui ont des égos blessés ou écrasés et qui veulent maintenant, qui ont besoin de se prouver des choses. Mais du coup, quitte à faire du mal aux autres, en fait, encore une fois. Donc, si on avait tous moins d'ego, y compris certainement, tu vois, on se porterait certainement tous mieux. Je pense que ça amènerait plus de solidarité. On verrait plus l'autre, en fait. Mm. Parce que le problème de l'ego, c'est que du coup, on est égocentré et que ce sont ses propres besoins qui passent en premier parce que c'est une question de survie, en fait, pour l'ego. Mm. Il a toujours, en fait, l'ego, le problème de l'ego, c'est qu'il a toujours besoin d'être nourri. Il a toujours faim. Il est insatiable, en fait. Mm. Et chez tout le monde pareil, hein. C'est pour ça que moi, j'y réfléchis aussi beaucoup pour moi. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Et c'est terrible parce qu'en fait, l'ego t'empêche de le remettre en question. Puisque justement, tu vois, c'est un peu le cercle vicieux. Donc, c'est extrêmement douloureux parce qu'en fait, lui, il te fait croire, l'ego, que si tu penses pas à lui, tu vas mourir. Tu Ouais. vois, d'une certaine façon. Voilà, je pars en psychanalyse parce que pour moi, ça me passionne la psychanalyse, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est très compliqué de travailler sur ça. C'est presque impossible. Et pour autant, voilà, si tu me demandes si j'avais une baguette magique, ça serait ça. Juste pour voir si effectivement ça pourrait fonctionner ou pas. Ouais, ce serait pas mal si on pouvait le faire. Oui. Oui, oui. Et toi, ça serait quoi? En fait, je te rejoins. Tes propos font vraiment écho avec une réflexion que j'ai eue il y a quelques années. Donc moi, j'ai évolué dans le milieu juridique, j'étais avocate et puis après, j'ai travaillé en entreprise et je m'occupais de pas mal de contentieux. Et quand tu regardes en fait ce qui se cache, quand tu regardes un petit peu ce qui se cache derrière quasiment tout contentieux, il y a de l'ego. Et que ce soit des contentieux entre particuliers ou des contentieux entre entreprises, parce qu'au sein des entreprises, il y a des humains, et qui dit humain dit ego. Et souvent, je voyais, surtout pour les dossiers les plus fragiles, où on avait franchement peu d'arguments pour convaincre le juge, c'est que les gens, en fait, se prêtaient au jeu et étaient prêts à soulever les arguments, parfois même les plus farfelus, en fait, pour prouver par A et par B que l'autre partie avait tort et que, en fait, elle avait raison. Et parfois même à tirer la couverture vers elle pour obtenir le maximum, le maximum de choses de la partie adverse. Et en fait, je me disais, et ça c'est la réflexion que j'ai eue avec moi-même, je me suis dit, mais en fait, j'alimente ça en plus. Donc déjà, je me sentais pas en phase avec ça, mais en plus, j'alimentais ça par mon métier, puisque je cherchais les arguments pour défendre la partie que je représentais. Et c'est vrai que je me disais, ce serait tellement plus simple de se retrouver autour d'une table et de lâcher les armes et de trouver un terrain d'entente. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me réorienter dans la médiation, parce que j'avais dans l'idée d'encourager les gens à trouver des solutions amiables, plutôt que de se soumettre en quelque sorte à la décision d'un juge. Et en fait, j'ai abandonné cette piste parce que je me suis rendu compte que je ne supportais plus en fait les conflits, en quelque sorte cette guerre d'ego en fait, parce que chaque partie en fait veut tirer la couverture vers elle et prouver par A et par B que l'autre a totalement tort et que elle a totalement raison. Et c'est vrai que ça, j'avoue, je le supportais plus à la fin. Mais en médiation familiale, c'est la même chose. Je me rends compte souvent, on dit quand on s'aime, rien ne compte, et puis quand on s'aime plus, on compte tout. C'est le moindre centimètre tout dans le cas des séparations. Et donc, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup vu. Voilà, les gens disaient, mais moi, je suis blessée. Et en fait, en médiation, c'est le travail du médiateur, c'est juste en fait que chacun puisse écouter. Parce que du moment où toi, tu te sens pleinement écouté dans tes propres blessures,
Ok, Tout à tu peux fait. écouter l'autre, en fait. C'est ça. Et tout le monde est blessé, en fait, c'est là où on se rend compte. Mais on n'arrive pas à Complètement. légitimer les autres parce qu'on veut toujours enfin, qu'on reconnaisse que ça, c'est nous qui avons été le plus blessés, C'est ça. Non, tu mais sais, c'est dans ça. la Et situation. tu as une C'est sorte de moi qui ai été le plus compétition. blessé. Ouais. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Mais tu le vois, mais dans tout, hein, c'est vrai. Oui, mais alors moi plus, alors moi si. Et en fait, c'est ça, on est tous les uns contre les autres. Ouais. Et ben, justement, en médiation, hein, quand on travaille au couple, on leur dit, mais en fait, vous êtes la même équipe. Ouais. Donc, si en fait, il y en a un qui gagne, l'autre perd. C'est comme marquer contre son propre camp. Ouais. Donc, arrêtez Non, mais de c'est vouloir une en fait belle image. être l'un Ouais, contre l'autre, ouais. vous êtes dans la même équipe, Ouais, tu ouais. vois. Donc, bah, essayez de jouer ensemble, du coup. Mais c'est difficile parce que, enfin, moi, ça rejoint cette idée sur l'ego, quoi. Parce que Ouais. moi. Ah, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est d'ailleurs sans doute l'une des raisons qui m'a fait remettre en cause mon orientation professionnelle. Ah oui, eh ben, tu sais, j'ai commencé à faire du droit aussi. Au Ah, départ, après le lycée, je voulais absolument faire du droit. Donc, je suis allée en fac de droit. J'ai fait jusqu'à ma deuxième année. Et en fait, non, c'était pas fait pour moi. Mais donc, ça me parle ce que tu me dis. ben moi aussi, ça me parle aussi, hein. Ouais. Alors après cet aparté, pour poursuivre, as-tu un rêve que tu n'as pas encore réalisé? J'ai plein de rêves tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est justement ça qui nourrit aussi mon énergie. C'est-à-dire que en permanence, après, je souffre pas de ne pas les réaliser. Parce que, en fait, ma vie me convient déjà, tu vois, telle qu'elle est, dans le sens où c'est un plus, mais si je le réalise pas, c'est pas un moins dans ma vie. Et je pense que ça, c'est important. Parce que après, effectivement, je peux me permettre de dire ça parce que bah voilà, je vis pas dans un pays en guerre, je mange à ma faim, je veux dire, tu vois, voilà, mes conditions de vie sont telles qu'elles sont, bien entendu. Et il y a peu, je t'aurais dit justement de l'expatriation me faisait rêver et puis on est parti. Là, on vit en mode nomade depuis quelques mois en Écosse avec ma famille. Donc j'ai réalisé ce rêve-là qui était depuis des années. Mais depuis toute petite, j'ai un rêve que j'ai touché du doigt et que bah, malheureusement, j'ai pas pu. Je voulais en fait faire une thèse, vivre de la recherche en fait, tu vois, faire un doctorat et juste d'être payée pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire chercher, nourrir ma curiosité. Ah oui, bah, ça me parle aussi, ça. Et en fait, donc j'ai été prise en double thèse quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Je faisais donc une thèse en psychanalyse et en sciences d'éducation. Mais malheureusement, bah voilà, ma tutrice était juste infecte, mais vraiment infecte. Et je me rappelle m'être dit à ce moment-là, bah, si j'étais pas maman et que bah voilà, j'avais que ça, genre tu vois, je sors du lycée, j'avais continué sur ça, et si j'avais pas d'autres diplômes en poche ou d'autres perspectives d'avenir, bah oui, peut-être que bah je me serais mis dans une situation dramatique, j'irais émotionnellement, et j'aurais serré les dents X années pour faire ça. Là, voilà, j'avais déjà pas mal de diplômes en poche. J'avais donc un deuxième enfant qui allait arriver et qui est arrivé du coup, puisqu'en cours, j'étais fatiguée, tout ça, et je me suis dit, mais en fait, non, en fait, non. Et donc, j'ai commencé à ne pas, du coup, dire oui à tout ce qu'elle me demandait. Et du coup, elle a essayé de me détruire encore et encore. Et à un moment donné, j'ai dit stop, en fait. Et je me rappelle qu'elle m'avait mis, elle m'a dit oui, si vous ne rendez pas ce papier, parce qu'en fait, en thèse, tu dois avancer au petit à petit et tu as des deadlines à respecter. Et là, je lui avais envoyé, je me souviens, je m'étais mis, mais j'avais travaillé toute la nuit, je crois qu'à 4h, 5h du matin, quoi, tout en ayant un bébé, tu vois, à m'occuper. Et je lui avais envoyé donc dans les délais. Et ça n'allait pas. Elle me dit, oh, maintenant, pour dans 2 jours, elle voulait 50 pages. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas. En plus, à ce moment-là, mon mari, il était interne en médecine, donc il n'était pas là. J'étais seule à m'occuper de 2 enfants. Dans 2 jours pour écrire 50 pages, c'était impossible. En fait, elle montait, tu sais, le niveau à chaque fois pour justement, en fait, elle m'a poussée à partir. Et je savais qu'elle faisait ça. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas de limite. Ce qu'elle veut, c'est vraiment, c'est ça. En plus, après, elle effacait, tu sais, mais bon, ça se fait beaucoup ça dans le milieu. Elle effaçait mon nom pour mettre le sien dans les recherches, mais ça se fait énormément Ça dans se le fait milieu de la énormément. recherche, Ouais, malheureusement. tout à fait. C'est ça. Mm. Donc, ça, c'était OK parce que, bah, encore une fois, moi, je m'en foutais. Mais voilà, c'était. Et puis là, en fait, j'ai dit stop, effectivement. Et je lui ai envoyé un mail en disant que j'arrêtais, que je laissais ma place. Et je me rappelle très bien de m'être dit, ben, elle a peut-être la sensation de gagner, mais au moins, moi, je ne perds rien. Tout Tu à vois? fait.
Parce que y avait cette histoire, parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle s'en avait pris en grippe. Je crois que, je ne saurais pas expliquer, mais je crois que j'ai lâché l'affaire. Mais c'est vrai que du coup, ça a été dur d'abandonner ce rêve-là, parce que je l'ai vraiment touché du doigt, tu vois, je voulais vraiment, voilà. Mais bon, je me dis que peut-être qu'un jour, j'aurai l'opportunité de reprendre une thèse et d'aller au bout de mes réflexions que j'avais laissées. Parce que j'étudiais la névrose collective et ça me passionne énormément. Tu vois, le poids du collectif sur les névroses, d'un point de vue culturel, tout ça, voilà, Mais je pense que ça devait pas être évident parce que justement, le début de ma thèse, c'était sur le milieu de l'école, qui est en fait un milieu collectif. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Et du coup, je pense que ça lui plaisait pas trop, mais je sais pas pourquoi elle a accepté dès le départ, donc je sais pas. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que si j'avais un grand rêve, tu vois, sur lequel... parce qu'il y a un goût d'inachevé. Et ça, c'est compliqué pour moi. Mais c'est OK. Tu vois, j'accepte que ça ne dépend pas que de moi. Entre-temps, j'ai quand même essayé de repostuler. Mais tu sais, tu es un peu blacklisté dans ces moments-là quand tu as lâché ta thèse. Donc, je me dis peut-être j'en ferai une à l'étranger. Et puis voilà, tant pis, si la France ne voulait pas de moi parce que ça se passe comme ça. Mais après, voilà, c'est un milieu particulier quand même, hein, le milieu universitaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont clairement dit qu'il fallait que j'oublie parce que il fallait trop rentrer dans les clous et que moi, j'y rentre de toute façon. Pour moi, ça serait compliqué. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Moi, j'ai rencontré quand même des universitaires qui étaient très atypiques, mais qui me disaient que le temps d'eux, il fallait fallait raser les murs et après tu pouvais te le permettre, mais après. Et c'est vrai que moi, là où j'en suis dans mon épanouissement personnel, je ne vais pas raser les murs. Non. Parce que tu vois, ça fait me tirer une balle dans le pied, tu vois, d'une certaine manière. Mais bon, voilà, j'y crois encore. Je me dis peut-être qu'un jour j'aurai cette opportunité de nouveau, du coup. Ou sinon, tant pis, c'est pas grave. Hein, je crois que j'ai réalisé plein d'autres rêves et puis j'en ai d'autres en stock. Voilà. Et pour terminer, quel message aurais-tu envie qu'on retienne de toi ? Alors, cette question, je t'avoue que je sèche un peu. Ce que les gens ont envie de retenir. Tu vois, peut-être que ça ne sera pas forcément positif, mais je me dis que ça ne m'appartient pas. Et voilà, en fait. S'ils ont besoin de retenir quelque chose de pas forcément positif, c'est que ça répond à leurs besoins. Et voilà. Enfin, moi, je me dis que je n'ai pas d'impact sur ça. En tout cas, avec tout le travail que j'ai fait sur moi-même, aujourd'hui, j'en viens à me dire que ça ne me regarde pas. Ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Voilà. Après, les gens que j'aime, c'est un peu différent, bien sûr. J'aimerais qu'ils se disent qu'ils ont eu de la chance de partager un bout de vie avec moi, comme moi, j'ai de la chance d'avoir partagé un bout de vie avec eux. Voilà. Merci Élodie. C'est à toi. C'est plutôt rare pour me permettre de m'exprimer sur moi, donc c'est plutôt chouette aussi. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Élodie Crépel qui nous parlera de la douance, un de ses thèmes de prédilection. À bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.